Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je reçois une grande dame, une grande chef d'entreprise avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. Il s'agit de Florence Kahn, ancienne associée du chef étoilé Yannick Aleno, triplement étoilé même, et aujourd'hui fondatrice de millwin.com. J'ai invité Florence sur le podcast pour parler de deux sujets qui sont pour moi des caractéristiques clés d'un bon chef, d'un bon manager, en tout cas d'un chef positif. Je veux parler de la générosité et de l'intérêt à l'autre. Mais cet épisode va bien au-delà de ces deux notions, car Florence, elle nous partage avec beaucoup de générosité la manière dont elle a construit son équipe, qu'elle a voulu comme une famille soudée autour d'elle. Elle m'a expliqué aussi comment elle a réussi à tisser des liens de confiance vraiment forts avec des partenaires aux quatre coins du monde. Et enfin, comment et pourquoi depuis quelques mois, elle a pris un peu de recul après avoir passé 20 ans les doigts dans la prise. J'aurais adoré écouter cet épisode quand je suis devenue manager il y a 6 ou 7 ans. Florence, elle pose vraiment les bases sur l'état d'esprit à adopter quand on est nommé manager ou quand on a une responsabilité d'équipe. Et elle nous livre tout un tas de conseils qu'elle explique avec beaucoup de simplicité qui, j'espère, pourront vous aider au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de ma conversation avec Florence Kahn. Je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. N'oubliez pas de partager cet épisode à vos collègues, à vos amis, à votre boss, à votre RH, à toute personne autour de vous qui est en situation de management ou qui le sera demain. Voilà, bonne écoute. Bonjour Florence, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Florence, je suis vraiment ravie de te recevoir sur Chef. D'abord parce qu'en fait, c'est une super rencontre pour moi et un très beau cadeau que la vie me fait de te rencontrer. Car depuis le début de l'aventure du podcast, je voulais interroger quelqu'un qui puisse me partager un peu les dessous de la gastronomie française. J'ai pensé à plein de chefs, etc., mais je n'osais pas, je n'avais pas vraiment les contacts pour inviter ces personnes sur mon podcast. Et puis, je me suis dit que ça servait à rien de forcer le destin et qu'un jour, ça serait le bon moment. Okay. Et puis un jour, Marie-Aude, une de tes amies et collaboratrices, m'a contactée pour savoir si ça serait intéressant de nous mettre en contact. Je me suis dit, c'est le destin, la vie me fait ce cadeau. Parce qu'en fait, Florence, tu as un parcours vraiment hors du commun. Tu as été la directrice du développement international du groupe Alain Ducasse. Mm-hmm. Et puis ensuite, tu as été la cofondatrice du groupe Yannick Aleno, le chef triplement étoilé avec qui tu as créé un empire, je pense on peut le dire, dans le monde entier, un empire de la gastronomie française, puisque vous avez développé plus de 22 restaurants dans le monde entier avec Yannick Aleno. Oui. Depuis 2021, tu t'es lancée dans une autre aventure, mais toujours dans la gastronomie française et dans l'art de vivre à la française, ou en tout cas l'art de la table à la française, en créant millwin, qui est un e-concept store de la gastronomie et des arts de la table à la française, dans lequel on peut retrouver tout ton carnet d'adresses qui met en valeur la gastronomie française. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué ton aventure, tu m'as expliqué qui tu étais, en tout cas quel chef tu es, quel chef d'entreprise tu es. Il y a deux notions qui m'ont marquée et qui ont attiré mon attention et dont j'aimerais discuter avec toi. La première, c'est la générosité. Et la deuxième, c'est l'intérêt à l'autre. Finalement, pour moi, l'un et l'autre sont indissociables. Donc, j'aimerais creuser avec toi ce que ça veut dire être généreux vis-à-vis de ses collaborateurs, ce que ça veut dire être généreux en management. Aussi, est-ce que la générosité et le business sont compatibles ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire porter un intérêt à l'autre ? Je pense que c'est important de mettre des mots sur une notion, surtout en temps de Covid, de confinement, etc., où finalement on s'éloigne plus les uns des autres et on a parfois du mal à conserver un intérêt à l'autre fort dans la durée. Ça te va ce programme ? Ça me va très bien. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te pose la question rituelle du podcast qui est « Quel chef es-tu, Florence ?» Alors, dans ta liste de questions, chère Sophie, c'est peut-être la question la plus compliquée, parce que je trouve que c'est aux autres plutôt de qualifier facilement, surtout le management en tant que tel. Je ne pense pas me qualifier autrement
de chef que ce que je suis dans la vie. C'est-à-dire que si tu me demandes quel chef es-tu, ma réponse c'est en fait quelle femme je suis, plus simplement. Et je pense que si j'ai un qualificatif, ou en tout cas le premier qui me vient, c'est que je suis gentille. Alors évidemment, c'est toujours bizarre quand on est dans un environnement business de dire un mot comme ça, mais moi je pense que je suis foncièrement gentille. C'est-à-dire que j'aime vraiment les gens, j'aime les écouter, j'aime les rencontrer. Je trouve que sous chaque personnalité, il y a toujours des histoires complètement inattendues, et je suis très curieuse et j'adore ça en fait. Et donc pour répondre à ta première question, quel chef es-tu ? Ma réponse c'est je pense que je suis gentille, généreuse et avec de l'intérêt à l'autre. Je pense que voilà, tu l'as dit en introduction. Et l'autre chose, en revanche, qui est importante, c'est que je suis foncièrement performante aussi. Voilà. Donc là, on n'est pas contradictoire ni exclusif de l'autre, mais au demeurant, je suis aussi gentille que performante. Ok. Performante, ça veut dire que tu mènes tes projets à bien, ou qu'est-ce que tu mets derrière le mot performante ? Moi, j'aime gagner. T'aimes gagner ? Ouais, bien sûr. Mais j'aime gagner avec les autres, et j'aime gagner en ayant été gentille. C'est-à-dire que je pars toujours du principe que on peut y arriver en se comportant bien. Voilà. Ok. T'as évolué, je le disais en introduction, auprès de l'élite de la gastronomie française et mondiale. T'en fais toujours partie, même si t'es pas derrière les fourneaux, t'es vraiment un acteur clé de cette gastronomie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, dans cette aventure, qui t'a fait grandir aussi ? Alors, dans ta question, il y a deux choses que j'ai relevées. Le premier, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce qui t'a fait grandir ? Ça m'a inspiré deux types de propos. Qu'est-ce qui m'a marqué ? D'abord, j'avais pas d'attente. Je pense que c'est important de le dire, et on se l'était dit quand on s'est parlé au téléphone la première fois. Moi, j'ai pas de passion particulière. C'est-à-dire que j'ai pas eu vocation. Je n'ai pas de vocation, disons. J'ai pas eu vocation à être médecin, à être avocat. J'avais pas de drive spécifiquement. Et donc, j'avais pas de drive de gastronomie, encore moins que rien d'autre, parce qu'en plus, ça m'intéresse pas forcément. Enfin, j'aime bien manger, mais j'ai jamais eu une passion pour ça. Et donc, c'est le hasard de la vie qui a fait que je suis arrivée dans ce monde-là. Donc, j'avais vraiment pas d'attente. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là, je l'avais même pas fantasmé. Et donc, quand je l'ai découvert, j'y suis vraiment arrivée comme un bleu, on a envie de dire. Donc, ce qui m'a le plus marqué, pour répondre à ta question, dans ce monde, c'est, j'ai envie de dire, plusieurs choses. D'abord, j'ai envie de parler d'engagement. C'est un vrai monde de passionnés. Je pense que, à part quelques ovnis comme moi qui sont passés par là puis qui sont restés, il y a que des gens qui veulent y être. C'est vraiment un monde qui est difficile, au sens où c'est un monde qui est exigeant. Ça demande du temps, de l'engagement. On arrive tôt le matin, on part tard le soir. Donc c'est en ça où j'ai été assez marquée, c'est de voir toutes ces populations qui sont, et toutes populations confondues, hein, parce que je veux dire, c'est pas un milieu qui est dédié à un CSP+, ou à, après t'as plus ou moins des typicités, mais globalement, t'as plein de gens qui ont envie de faire ce métier-là, qui peuvent venir de plein de milieux sociaux différents. Donc c'est ça, c'est l'engagement, la loyauté, l'envie, et le fait d'être au service, voilà, de ce métier-là, après avec évidemment la notion de service, au service du métier, et puis au service en salle. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce monde. Ce qui m'a fait grandir, je dois dire que c'est pas le monde de la gastronomie en tant que tel, c'est le monde de l'entrepreneuriat. Quand je te dis ça, mon propos est un peu plus éclairant, et de dire que je pense que quand on s'engage à être chef d'entreprise, on est chef d'entreprise quel que soit son domaine d'activité. Et moi, j'ai piloté des entreprises qui ont eu du succès dans le monde de l'hôtellerie et de la gastronomie. Mais je prends demain en charge une boîte qui fait du cinéma ou qui fait des pneus. Évidemment, il y aura un temps d'adaptation parce que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'expertise, etc. Mais une fois que tu as compris les mécanismes et que tu t'entoures des gens qui sont compétents dans leur spécificité, ton métier, c'est d'être chef d'entreprise. Et donc, à la question « qu'est-ce qui t'a fait grandir dans ce monde ?», c'est surtout le fait d'être chef d'une entreprise qui croît. Parce que quand on est dans une entreprise en croissance, on apprend tout le temps des choses nouvelles. Chaque année qui passe, on a un nouveau vocabulaire sur des emprunts qu'on n'avait pas faits, sur des syndicats qu'on n'avait pas gérés, sur des licenciements qu'on n'avait jamais faits, enfin, sur des développements internationaux. Donc, voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'a fait grandir. C'est le fait d'être une chef d'entreprise dans ce monde, certes, mais surtout une chef d'entreprise. Ok. En croissance avec, en permanence, des nouveautés, des nouvelles problématiques, en fait, où t'as dû apprendre à les gérer. Exactement. Ok. Je parlais de générosité en introduction. Toi, quelle est ta définition de la générosité ? Et en quoi c'est important pour toi d'être généreuse avec tes équipes ?
Alors, elle m'a bien plu cette question parce que elle est complètement polymorphe et multiple, la définition de la générosité. Alors, ça tombe bien, tu me demandes ma définition. Donc, à mon sens, la générosité, c'est le temps. Et la réflexion que je me suis faite, je me suis revue adolescente, en train de passer des heures au téléphone avec mes copines. Et et tu passes 3 heures sur Michel qui a vu Caroline, qui machin, etc. Et donc, en fait, tu as un temps qui est complètement élastique. Et t'as aucun problème à le donner parce que justement, il est vide en termes d'occupation d'espace. Mmh. Et en fait, en grandissant, je préfère toujours dire grandir que vieillir. Je pense qu'il y a un moment où ça changera, je dirais en vieillissant, mais on essaie de tirer la corde, de grandir tant qu'on peut. Et je pense qu'en grandissant, la vie fait que tu as moins de temps. T'as moins de temps parce que tu trouves un mec, t'achètes ton appart, tu te mets à bosser, après t'as peut-être potentiellement un chien, tes parents à gérer, etc. Et donc, ce temps qui était une espèce de notion élastique se durcit et tu te retrouves face à une certaine inélasticité. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la générosité, c'est vraiment le fait de donner du temps. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que je trouve que c'est rare d'en avoir, du libre. Et donc, de pouvoir l'allouer à des personnes, ça, pour moi, ce sont des vrais actes de générosité. Le fait de donner du temps, de donner de l'écoute, et au sens un peu plus large, de faire de la place. Voilà. Et en quoi c'est important pour toi d'être généreuse avec tes équipes? Peut-être la manière dont tu l'as été, ou tu l'es toujours, c'est en leur accordant du temps, ou c'est autre chose? Je pense qu'il y a deux choses, et on tombe sur ton propos introductif qui consiste à faire le pendant entre la générosité d'un côté et l'intérêt à l'autre. Pour moi, c'est bien deux choses distinctes. C'est-à-dire que d'un côté, tu donnes du temps. Donc, ça veut dire que quand on rentre dans ton bureau, par exemple, t'arrêtes de faire quelque chose. T'arrêtes de faire ce que t'es en train de faire, si évidemment tu le peux. Mais t'arrêtes de faire ce que t'es en train de faire et tu écoutes. C'est la capacité à hiérarchiser les problématiques pour se dire, OK, quand le mec il vient et que vraiment tu sens qu'il est en carafe, OK, on pose le stylo, on écoute. Donc ça, pour moi, c'est de la générosité. L'intérêt à l'autre, c'est de gratter tout ce qu'il y a derrière. Moi, un de mes grands principes de vie et donc aussi de management, c'est la notion du contradictoire. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, je trouve ça toujours passionnant. D'abord parce que 9 fois sur 10, tu te fais détourner de tes premières idées. Et ça, je trouve que c'est toujours formidable. Et puis, en plus, parce que le contradictoire est un très bon outil pour s'approcher un peu plus d'une certaine vérité. Donc, l'intérêt à l'autre, pour moi, c'est... typiquement, tu vois, quand tu te dis, t'as un conflit entre deux mecs. T'as Mireille qui rentre dans ton bureau et qui te dit, voilà, ça s'est pas bien passé avec Pierre-Yves pour ABC des raisons. Moi, je n'ai jamais été voir Pierre-Yves en lui disant « Pierre-Yves, c'est pas bien ». Parce que, évidemment, mon schéma, il est très sommaire, mais tu comprends très bien les problématiques de l'entreprise. En revanche, j'ai toujours dit à Mireille « Watch out, 5 minutes ». Et donc, tu la mets de côté, la Mireille, tu vas voir le Jean-Pierre, et tu lui dis « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Mireille ?» Et sans rien, juste ça. Et lui, il te raconte sa version des faits. Et généralement, ce qui est génial dans la vie, c'est que tu te rends compte que ils ont tous les deux des trucs qui marchent pas, en fait, dans leur relation. Ça, j'adore. Et donc, troisième étape, et ça c'est mon moment préféré, tu les mets ensemble dans une pièce. Et quand tu les mets ensemble dans une pièce, ils se confrontent, et là, toi, tu vois ta vérité, et ton métier de boss, c'est de trouver un certain équilibre. Parce que à la fin de la journée, il y en a jamais vraiment un qui est blanc et l'autre qui est noir, donc c'est ton rôle de trouver de l'équilibre et de faire évoluer une situation positive. Ça, pour moi, c'est de l'intérêt à l'autre. Parce que c'est, encore une fois, c'est de la générosité parce que c'est du temps, ok? Parce que, tu vois, pas tous les boss se donnent la peine d'aller écouter la version de Jean-Yves avant de prendre la décision pour Mireille. Mais c'est aussi de l'intérêt à l'autre parce que tu prends le temps d'écouter et de comprendre. Et je pense que cet intérêt à l'autre, si quand on fait un point hebdo avec un de tes collaborateurs, tu prends aussi 5 minutes avant ou après. Moi, généralement, je préfère le faire avant parce que ça te donne un peu... j'adore cette histoire. Il y a des gens maintenant qui disent « Quelle est ta météo intérieure ?» Je trouve c'est à mourir de rire. Donc, ça te donne un peu la notion de la météo intérieure. L'état d'esprit du moment. Exactement, l'état d'esprit du moment. Donc, c'est voilà comment tu vas aujourd'hui, en fait. Et au sens large du terme, si tu prends 5 minutes de feedback pour savoir comment il va, après, effectivement, tu peux avoir d'autres couleurs qui arrivent dans le point hebdo. Mais ça, c'est de l'intérêt à l'autre. Donc, tu vas comprendre aussi, si tu as pris le temps de faire ça, le jour où tu as un conflit entre Mireille et Jean-Yves, ou je sais plus si c'était Jean-Pierre, ce qui est sympathique, c'est de se dire que comme tu as du feedback sur Jean-Pierre, tu sais qu'en ce moment, il traverse une période qui est pas forcément simple. Et donc, c'est ça, moi, que je trouve formidable dans le management, c'est de donner du temps, mais aussi de l'écoute. Et l'intérêt aux autres, to put a long story short, c'est l'écoute, à mon sens.
Selon toi, est-ce que ça s'apprend d'être généreux, d'avoir de l'intérêt? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu l'as travaillé? Et puis, déjà pour toi, et puis ensuite, une deuxième question, je pose tout d'un coup comme ça, peut-être que tu pourras faire une réponse complète ou pas, mais est-ce que tu as appris en tant que chef, en tant que manager, t'as appris à tes équipes aussi à s'intéresser aux autres et à être généreux avec les autres? Ce qui est sûr, c'est que je pense profondément que être généreux demande plus de courage que d'être égoïste. Pourquoi ? Parce que t'es toujours en train de t'emmerder un peu dans la vie, quoi. C'est-à-dire que tu préfères toujours juger sans comprendre, ça te fait gagner du temps, ça t'empêche de te remettre en question, c'est plus expéditif, donc c'est beaucoup plus facile, tu vois. Alors que quand tu pars du principe que... moi, j'ai passé toute ma carrière, quand j'avais qui que ce soit qui arrivait avec une problématique, qui me disait « il s'est passé ça avec Michel », moi, je passais 100% de mon temps à dire « t'en as parlé à Michel ». Et 100% des gens te disent « non, mais... » tu vois. Et donc... moi, je suis une passionnée des sujets d'inné et d'acquis. Je ne sais pas si la générosité est un inné ou un acquis. En revanche, je pense que on peut éduquer. Et je pense qu'en entreprise, il faut un peu se donner de la peine pour éduquer les gens qui demain auront à manager. Et ton rôle, je considère que quand tu décides d'être chef d'entreprise, parce que ça, en revanche, c'est un choix. Il y a un moment donné où tu décides. Ça veut dire que tu décides d'endosser quelque part, de prendre en charge une partie de la vie des gens. Et quand tu prends en charge une partie de la vie des gens, eh bien, va avec cette mission le fait de les aider à grandir. Et les aider à grandir, pour moi, c'est aussi pour partie les éduquer. Et les éduquer sur des notions de management qui vont leur faciliter la vie. Tu vois, et je pense pas que le chemin le plus court et le plus simple soit toujours le plus efficace. Et surtout en management. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent un peu cassés. Et si tu prends le temps de bien t'en occuper et d'allumer la lumière, après, les mecs, ils te le rendent au centuple. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, en introduction, tu dis, quand je t'ai posé la question de quel chef tu étais, tu m'as dit « je suis fondamentalement performante ». Et donc, en t'écoutant, on pourrait dire performante, ça veut dire hyper efficace, qui perd pas de temps, etc. Mais sur des sujets de management, sur des sujets humains, tu vas, ce que je comprends, accepter. Alors c'est pas forcément perdre du temps, mais en tout cas passer du temps sur des sujets qui sont pas quantifiables, pour en gagner derrière, pour que tes équipes se sentent mieux, etc. Je veux bien que tu approfondisses un peu cette notion de performance managériale, peut-être. La performance managériale. En fait, moi, je considère que je suis très très mauvaise en lecture de CV, par exemple. Et ça m'a toujours saoulée, les lectures de CV. Je préfère, d'ailleurs, c'est marrant, on s'en était parlé, mais effectivement, je préfère rencontrer les gens, discuter un peu avec eux, parce que je pars du principe que ce que tu récupères quand tu prends quelqu'un dans ton équipe, c'est d'abord une personnalité. Et quand je dis une personnalité, c'est quelqu'un qui a envie, qui va être de bonne humeur tous les jours. Moi, par exemple, c'était dans mes entreprises, c'était absolument insupportable les gens qui font la gueule le matin, quoi. Alors moi, quelqu'un qui arrive et qui est déjà de bonne humeur, qui est, tu vois, de bonne aloi, et qui te dit voilà, moi, je suis optimiste, je suis enthousiaste, etc. Il faut pas sous-estimer en fait la puissance de ces valeurs-là dans une boîte, parce qu'effectivement, t'as la compétence en tant que telle, mais t'as l'ambiance. Je veux dire, une boîte qui fonctionne mais qui est plombée, à moyen terme, tu te casses la gueule. Ça ne peut pas, en fait, avancer, ou alors si, mais ça va consommer. Ça va consommer de la ressource, et donc ça va forcément atténuer la culture d'entreprise que tu veux y mettre en place. Les mecs, ils vont in and out, ils vont rentrer, ils vont sortir, et ce que je veux dire par là, c'est que tu vas peut-être faire tourner ta roue aussi vite que les autres, mais à quel prix, quoi. Ça va être, tes RH, ils vont être claqués parce que ils vont pas arrêter de recruter, les mecs, ils vont pas être contents. Et je trouve que moi, ça, c'est épuisant. Et moi, en tant que boss, ça me saoule, en fait, un management comme ça. La performance, c'est d'être transparent avec les gens. C'est de dire à une petite qui est avec toi depuis quelque temps ou quoi, c'est de lui dire, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et puis, il faut être, quand je dis la transparence, pour moi, c'est fondamental. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut partir du principe que c'est pas grave si on sait pas faire. Qu'il faut apprendre à faire. Et après, en revanche, il faut juger. C'est-à-dire que toi, ton rôle de patron, c'est, tu sais faire ou tu sais pas faire, tu peux faire ou tu peux pas faire, t'as envie de faire ou t'as pas envie de faire. En gros, c'est les 3 critères qui permettent d'être performant. C'est t'as envie, tu sais faire,
ou tu peux pas, parce que t'as des gens qui vont avoir l'envie de faire, mais qui vont pas en avoir la capacité. Et je trouve que dans ce monde où on part du principe que tout le monde est capable de tout, moi je suis pas du tout langue de bois, mais moi j'y crois pas du tout. En revanche, je pense que pas du tout le monde est capable de tout, bien au contraire. Ça déplace les gens en fait. Et déplacer les gens, pour moi, c'est une des pires épines que tu peux mettre dans une boîte. C'est mettre les mauvaises personnes au mauvais endroit. Et donc, pour revenir sur ton sujet de la performance, je pense que c'est prendre la main des gens, les mettre en situation d'y arriver, leur donner les outils pour y arriver, mais en revanche être limpide. Maintenant, tu sais faire, vas-y, je te regarde. Dans une semaine, si t'as pas réussi, on en tire les conséquences ensemble. Et donc, ça te permet effectivement d'abord de motiver les gens, et tu prends jamais personne en traître, tu vois. Et moi, je trouve que c'est sain comme management. Tu leur mets pas à l'envers, les mecs qui sont en face de toi, et puis tu les fais grandir. Ils comprennent, ok, t'as pas réussi, mais t'es probablement performant pour autre chose, donc on va... Et je pense que la performance d'une entreprise, si le patron, il est bien, son rôle, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et de les faire accélérer. Tu vois? Je crois que ça, c'est... Et ça peut se faire dans la gentillesse, hein. Bien sûr, et pour savoir qui va où, il faut de l'intérêt à l'autre. Complètement. Mais complètement. Parce que si tu sais pas, si tu t'es pas intéressé quelques minutes ou quelques heures à ton collaborateur pour savoir si il va être mieux en finance, en RH ou en communication, en fait, tu vas forcément le mettre au mauvais endroit. Et je discutais avec un chef d'entreprise il y a pas très longtemps qui me disait qu'il avait recruté, je crois que c'était sa directrice de la com. Puis au bout d'1 an, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, elle était en souffrance, etc. Parce que en fait, elle-même n'avait pas fait ce travail de mesurer ses forces et de savoir quelle pouvait être sa meilleure place dans une entreprise. Et eux l'ont fait avec elle. Et à la fin, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas dans la com que tu excelles, c'est dans un autre domaine, j'ai oublié, mais qui n'avait rien à voir, dans les achats ou un truc comme ça. Et en fait, ils l'ont formée, ils l'ont accompagnée, et elle dit, mais maintenant, c'est un pilier de l'entreprise. Parce qu'elle avait un bon état d'esprit, parce qu'elle avait envie, comme tu dis. Mais juste, elle était pas au bon endroit. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, tu vois, c'est en ça où je trouve que c'est le rôle du chef d'entreprise. Donc, toi, en l'occurrence, c'est le rôle du chef. C'est ça. C'est de prendre soin des gens et de les emmener au bon endroit. C'est pour ça que je te parle de, quelque part, entre guillemets, d'éducation. Même si le côté éducatif, il est toujours un peu relou quand on en parle comme ça, mais c'est d'aiguiller, quoi, tu vois. Et il faut obligatoirement aiguiller dans la transparence. Tu peux pas bullshiter les mecs en face. Et d'ailleurs, tu vois, tu vires beaucoup plus facilement les gens, en fait, quand tu leur dis la vérité. Bien sûr. Parce que eux, pour peu qu'ils aient un tant soit peu de cerveau, et globalement, les mecs, ils en ont toujours un peu, hein, ils savent se remettre en question, et ils se disent, ok, bon, bah, voilà, on va pas... Et je trouve que, tu vois, le marché du travail, alors c'est une réflexion un peu plus large, mais je trouve que le marché du travail s'en porterait tellement mieux si les patrons faisaient aussi, tu vois, beaucoup plus ce travail-là d'accompagnement, parce que les gens auraient moins peur. Le problème, c'est quand tu dis pas les choses, tu figes. Et quand les mecs, ils sont figés, ça te fige une partie de l'entreprise et du système économique, même au sens large du terme. Les mecs, t'as peur de bouger, quoi. Parce que tu te dis, je vais pas retrouver, donc t'as peur de ça, donc t'es accroché à ton salaire, à ton machin. Et ça te fait des situations qui sont pas fluides. Ouais, parce que tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas, et donc tu perds confiance en toi. Et voilà, alors que si on t'accompagne bien vers la sortie, en fait, tu le prends comme une opportunité. Complètement. Et tu rebondis. Ouais, c'est ça. Je rencontre parfois trop souvent à mon goût, des managers qui pensent ou qui pensaient bien connaître leurs équipes. Et qui me disent non mais moi j'ai une super relation avec eux, ils me disent tout, etc. Puis bim, du jour au lendemain, il y a une démission, il y a un arrêt de travail, il y a un désengagement, il y a une déception, et là ils tombent de leur chaise. Quand on a discuté ensemble, j'ai vraiment eu l'impression que autour de toi, dans toutes ces années, notamment avec Yannick Aleno, t'as réussi à créer une team très soudée autour de toi. Tu me parlais presque de famille, où il y avait énormément de confiance, de transparence, d'intérêt, de générosité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as réussi à faire ça? Et peut-être, pour les chefs qui nous écoutent, leur donner quelques conseils, alors complémentaires à ceux que tu nous as déjà donnés, pour réussir à créer
un clan un peu ou une team autour de soi qui permet d'aller chercher des challenges comme tu as pu réaliser avec le groupe Yannick Aleno notamment. Ouais. Alors ça revient un peu sur ce que je te disais avant, mais au demeurant, sur une question pure comme ça, qui consiste à dire quels seraient les outils potentiels à mettre en place ou les trucs et astuces qui peuvent aider un patron à souder une équipe autour de lui. Et tu vois, au moment où je te dis ça, je pense à tout l'amour que j'ai reçu et ça me fait sourire parce que je pense à tous mes gars et je me dis que je pense que j'ai bien fait le travail, tu vois. Dans ces outils-là, alors d'abord, je pense qu'il faut en avoir envie. Tu vois, parce que c'est quand même, c'est un vrai chemin, quoi. Hein. Tu t'inventes pas, et ça demande aussi de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de qui on est. Tous les patrons ne sont pas à vouloir forcément s'investir avec leurs gars, et je pense que c'est important de le savoir si c'est pas ton chemin. Si en revanche, t'adores discuter avec la boulangère de sa nouvelle coupe de cheveux et que t'aimes l'autre. Et encore une fois, je porte pas de jugement là-dessus, hein, mais tu vois, moi, je kiffe parler avec la boulangère pendant 1 heure d'un truc, elle va m'apprendre et tout. Il y en a, ça les saoule, mais voilà, c'est ainsi. Mais en revanche, tu vois, si t'as un peu cette trame-là de curiosité et d'amour de l'autre, la façon dont il faut se mettre en ordre de marche pour que les gens ils marchent avec toi, c'est de marcher avec eux. C'est-à-dire que tu vois, et c'est ce à quoi je pensais là dans l'avion quand je venais, je me disais sur cette question-là, je me disais en fait, je crois que quand tu décides de devenir chef d'entreprise, parce qu'à un moment donné, ce que je te disais, tu le décides. Enfin, ça fait vraiment partie d'un choix de vie. Ça veut dire que tu te donnes les moyens d'avoir les moyens, d'être en position de pouvoir un peu changer les vies des gens. Alors, on dirait que ça peut être perçu de façon très orgueilleuse, hein, ce propos, mais je pense que c'est quelque part une certaine vérité. C'est-à-dire que si tu considères que les gens ils marchent avec toi, eh ben tu peux par des phrases quotidiennes, par l'attention que tu peux leur donner, par les moments que tu peux passer avec eux, tu peux vraiment, je pense, changer la vie des gens. Et moi je trouve ça, je trouve que c'est un don de Dieu. Enfin tu vois, c'est vraiment une gratitude énorme de te dire que tu as pu aider. Moi, tu vois, j'ai une chance incroyable dans les équipes qui ont marché avec moi. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont entrepreneurs, qui ont monté leur boîte, qui ont du succès. Je sais qu'ils continuent tous à se voir. Enfin, tu vois, et tout ça, pour moi, c'est la plus grande des gratitudes. Après, pour être un peu plus... alors, j'ai envie de te dire, si tu fais une espèce de manuel pour les nuls, donc tu vois, tu pars du principe que le mec, il aime pas vraiment ça, mais qu'il a envie un peu de le faire. OK. Donc, son truc et astuce, ce serait de regarder typiquement... Alors, bon, après, j'ai envie de te dire ça, puis après, je suis en train de me dire, avec les hashtags MeToo, on est mal barré, mais par exemple, dire aux filles quand elles sont jolies. Tu vois, moi je dis toujours aux filles qui bossent avec moi quand elles sont jolies, c'est tellement sympa. Enfin, tu vois. Alors je te dis pas c'est super, t'as un super décolleté, Mireille, c'est top. Non, ça c'est pas l'idée, mais tu vois, c'est vous avez changé de lunettes ou c'est joli cette couleur de cheveux ou tu vois, donner un peu en fait. Il faut donner un peu aux gens et c'est ça, et c'est de dire dis donc ça va aujourd'hui, t'as l'air un peu gribouille, enfin tu vois, prendre un peu le temps à la machine à café, le truc classique, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et puis après se dire, donc ça, c'est ton premier truc pour les nuls. Après, en fait, c'est avoir des relations humaines classiques, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça c'est le manuel pour les nuls. Voilà. Donc tu regardes les différences qu'il peut y avoir au quotidien chez les gens. Déjà, ça va t'obliger à les regarder, donc c'est pas plus mal. Et puis les noter avec un aspect positif. Ensuite, le deuxième truc que tu peux faire, encore une fois du management gentil, c'est organiser 1 fois par mois un dîner. Alors, pas forcément un dîner assis, formel, etc., mais... Tu dis, viens, on va prendre un pot, il y a tel café qui a ouvert, c'est sympa et tout, et hop, et tu fais circuler un petit groupe et on va prendre un café ensemble. Et tu vois, c'est ça, en fait, c'est des petits momentum où tu sors les gens de leur zone de confort, tu vas les emmener à parler de leur passion. En fait, moi, tu sais, dans les avions, je prends moins, certes, mais que j'ai tellement pris, je parle toujours... comme les chauffeurs de taxi à New York. Tu vois, je parle toujours aux chauffeurs de taxi, je parle toujours au mec assis à côté de l'avion, dans l'avion à côté de moi. Alors, pas 3 heures parce que c'est relou, mais 5 minutes. Et en fait, tu te rends compte, tu me diras, sur le Paris-Nice, 9 fois sur 10, je parle pendant 1 heure. En fait, j'adore parce que les mecs, ils ont toujours des vies. Et c'est pas parce qu'ils sont sur un Paris-Nice, c'est juste parce qu'en fait, tu ouvres la porte d'un monde du mec qui se confie à toi et qui te raconte sa vie. Et alors, moi, ça, tu vois, dans le travail,
Si tu parles 5 minutes avec une nana qui bosse dans tes équipes, je parle surtout pour les mecs qui ont des grosses boîtes, tu vois, qui bossent dans tes équipes et que la nana te raconte qu'en fait, elle est plumassière à ses heures perdues et qu'elle fait des costumes pour le Lido, bah, t'as tout gagné, en fait. T'as tout gagné. Parce que ça va t'enrichir, la nana va te parler de sa passion, tu vas voir que ses yeux, ils vont briller différemment, etc. Et potentiellement, même demain, tu vas rencontrer un type qui bosse au Lido et donc tu vas retourner voir la petite chez toi, tu dis, ah, tu sais quoi? Et en fait, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça la clé, c'est de le faire avec envie, le faire avec patience. Et tu vois, tu tisses, quoi. C'est une petite araignée, tu tisses ta toile et tout. Et on te le rend, mais 1 milliard de fois. Est-ce que tu veux bien me raconter ce que tu m'as raconté quand on préparait l'épisode, ton rituel de Noël auprès de tes équipes? Alors, chaque Noël, avant de te le raconter, j'étais en train de me dire que les patrons, ils allaient pas aimer ça, mais bon, c'est pas très grave. Chaque Noël, moi, je prenais une journée de shopping. J'allais au printemps, parce qu'on connaissait le directeur des grands comptes du printemps, qui était, je crois qu'il est encore d'ailleurs, qui est un mec super, et on bossait avec lui, et donc j'allais passer une journée à choisir les cadeaux pour mes équipes. Encore une fois, Sophie, on est dans une boîte, moi j'avais une PME, hein, donc un mec qui a 1500 salariés, ça marche pas mon histoire, tu vois. Mais je pense qu'un mec qui en a 10, 15, 20, 30, à mon avis, jusqu'à 50, si tu te sors un peu les doigts, ça peut marcher. Et donc, moi, j'allais chercher pour chacun des salariés un cadeau pour eux. C'est moi qui allais chercher un cadeau pour eux. Et donc, je me faisais un kiff parce que tout au long de l'année, en ayant écouté leurs histoires, leurs trucs, alors t'en as une qui emménage, donc on va lui trouver une table basse parce qu'elle m'en avait parlé. Après, il y en a une autre qui rêvait d'un sac. Après, il y en a un autre qui voulait avoir un porte-carte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu les écoutes et puis tu grattes. Parfois, tu poses un peu des questions en ayant ça comme ligne de mire. Et tu gagnes. Et tu gagnes. Et en fait, tu sais quoi, j'aime pas dire tu gagnes, je trouve ça nul. Parce qu'en fait, tu gagnes pas. Enfin, quand je dis tu gagnes, on dirait que genre, je suis content d'avoir marqué des points. En fait, moi, je n'étais contente que quand je les voyais et je me disais, tu sais quoi, là, j'ai bien niqué. Et tu vois, et je les voyais, ils étaient là avec la banane et je me disais, ah, tiens, là, tiens, tu l'as bien eu, quoi. Et ça, c'était le kiff. Et on le faisait une fois par an, c'est vrai. Et puis après, c'était tout au long de l'année. Moi, tu vois, j'avais plein de cadeaux. On recevait avec Yannick plein de cadeaux de plein de fournisseurs tout le temps. Moi, je partageais avec eux. Enfin, tu vois, quand tu reçois enfin, pardon, c'est pas très politically correct, mais quand tu reçois ta 30e bouteille de champagne, en fait, à Noël, tu vas pas toutes te les mettre dans les poches ou te décorer la cuisine avec. Donc, évidemment que tu partages et tu dis, voilà, on a reçu, ou tu reçois un gros bloc de foie gras, bah tiens, c'est cool, on partage ensemble, tu vois, et c'est ça, en fait, là, c'est exactement ce que tu dis tout à l'heure, c'est la générosité, l'intérêt à l'autre, le fait de prendre du temps. Ce que je trouve hyper chouette dans l'image de Noël, dans l'anecdote de Noël, alors après c'est avec ton entreprise, ton équipe, le monde aussi dans lequel tu as évolué. Et on ne demande pas à tous les managers d'aller chercher un sac ou une table basse ou un porte-carte à leurs collaborateurs, mais c'est le fait de dire, bah en fait tu les connaissais suffisamment bien pour savoir que ça leur ferait plaisir. Pour moi, l'intérêt à l'autre, il est là. Est-ce qu'un petit café à tel moment où on parle de tel sujet, ça coûte rien? Mais comme tu dis, le temps, ça peut lui faire plaisir. Tiens, au lieu d'aller, je ne sais quoi, faire notre réunion dans une salle de réunion lambda, si on va se prendre un truc au café du coin pour évacuer la pression, parce que je sais qu'en ce moment il en a besoin et que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu un peu un moment friendly à deux ou en équipe. C'est ça. On va faire ça. Il n'y a pas besoin d'argent ou de choses, mais se dire tiens je donne ce que je peux avec mes moyens, avec mon temps, en fonction de ce que l'autre a besoin. Je trouve que c'est sûr. Mais tu sais, quand tu dis ça montre que tu les connaissais très bien et tout, tu sais, je pense que ce dont les gens manquent le plus, c'est l'écoute. Alors c'est vraiment un terme galvaudé, vas-y écoute-toi, machin, etc. Mais pour de vrai, les gens, ils écoutent jamais. Mais jamais. Tu rencontres n'importe qui, tu lui racontes un truc, les mecs, ils t'écoutent pas, en fait. Si tu écoutes vraiment ce que la meuf en face, elle te raconte, mais tu passes devant 90 personnes. Tu vas beaucoup plus vite, en fait. Donc, c'est juste te focuser. C'est te concentrer, écouter ce qu'on te dit, tu vois, l'écouter, l'entendre, l'intégrer, et donc après, potentiellement, en fonction de tes capacités mnémotechniques, le retenir, tu vois. Et après, tu t'en sers. Et ça, c'est pour moi, c'est une des meilleures armes. Ah oui, non, mais tu prêches une convaincue. Je vois l'heure qui tourne.
Il y a un autre petit sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la question de la multiculturalité au sein d'équipes, parce que pour moi c'est aussi très lié. Réussir dans un environnement multiculturel, c'est très lié à l'intérêt à l'autre aussi. Toi, t'as monté des restaurants dans le monde entier. T'as travaillé avec des gens vraiment du monde entier. Tu me donnais quelques exemples. T'es allé vraiment partout. Tu me disais que t'as fait 4 ou 5 fois, tu faisais 4 ou 5 fois le tour du monde par an, et que t'as vraiment tissé des liens forts avec des gens de plein de cultures, plein de pays différents. Comment tu t'y es pris? Quel est voilà aussi ton retour d'expérience sur le fait de travailler avec des cultures différentes? Mais tu vois, par rapport à tout ce qu'on vient d'échanger, je pense que tu n'es jamais autant mis en risque que quand tu appliques tes méthodes de management en dehors de tes frontières. Parce que aujourd'hui, tu essaies de piloter tes équipes avec tes prérequis, ta connaissance, ton expérience, ton éducation et ton paramètre de modèle de valeur culturelle. Quand tu prends ce modèle-là et que tu le mets à l'étranger, il pète en vol, il explose. Quand tu arrives en Chine pour dealer avec des Chinois, c'est un monde parallèle. C'est la même chose quand tu dis, alors c'est le mainland China, donc avec les Chines continentales, c'est la même chose avec les Chinois de Hong Kong, où c'est encore un autre trip, c'est la même chose avec tous les pays d'Asie. Le Japon, c'est encore un autre monde, la Corée, c'est encore un autre monde, tu vois, donc chacun des pays a vraiment ses spécificités. Tu pourrais tirer des traits un peu communs sur les Asiatiques en général, les Russes, et puis après, quand tu vas de l'autre côté du monde, c'est la même. Les Américains, c'est encore une autre histoire, donc le fait de faire de l'international, comme on dit, ou en tout cas d'avoir la chance d'exporter ton modèle de business à l'étranger, c'est pour moi la meilleure façon d'éprouver ce que tu penses être une certaine vérité. Parce que le système de valeurs est différent, en fait. C'est des gens qui ont pas la même éducation, ou la notion de sourire même, tu vois, elle est différente. Moi, j'ai toujours été marquée par... c'était un truc que j'avais constaté quand j'étais jeune, hein, mais tu vois, tu sais, nous, on compte, tu mets ton poing fermé et tu fais 1, 2, 3, 4, 5 en commençant par le pouce et en finissant par le petit doigt. Bah ça, par exemple, en Russie, ils partent à l'envers. Donc, ils lèvent d'abord... ils ont la main fermée, ils ont la main ouverte et ils ferment en commençant par le petit doigt. Ok. Mais par exemple, en Asie, ils commencent avec le poing fermé et ils ouvrent en commençant par le petit doigt. Ok. Donc, il y a plein de pays différents, en sachant que ce que je viens de te dire, potentiellement, c'est les uns et les autres. Oui, hein, oui. Mais en tout cas, manières de faire différentes. La manière de faire est différente sur un truc aussi basique que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça te donne vraiment une approche mindset qui est différente. La notion d'hausser la voix. Et en fait, c'est là où tu vas aller chercher ton autorité. Comment est-ce que tu vas te retrouver à pouvoir faire un deal avec un pays qui n'est pas le tien, à ouvrir un restaurant dans un pays qui n'est pas le tien, et à comprendre des équipes locales qui n'ont pas été éduquées comme toi, qui n'ont pas été formées. Et donc ça, c'est... je trouve que c'est la meilleure façon de passer au filtre de la réalité, les principes sur lesquels tu as pu fonder potentiellement tes croyances, tu vois. Et si on revient sur le fait d'écouter, de dire la vérité, de s'engager, je pense que tu te plantes toujours un peu, parce que même parfois, tu vois, en notion d'écoute ou de vérité, il y a des pays où c'est un peu... borderline, ça marche pas bien. Mais au demeurant, tu évacues 85% de la merde potentielle avec laquelle tu vas devoir gérer, quoi. Donc, quand tu prends une relation avec une culture que tu connais pas, déjà, t'écoutes, tu vois comment ils fonctionnent, et tu exprimes tes questions, tes doutes, ce que tu ressens, etc., pour que l'autre, il puisse t'exprimer la même chose aussi, c'est ça? C'est sûr. Moi, je me souviens le nombre de fois où je disais à mon client, mais il faut toujours qu'on se dise la vérité. Parce que on est déjà tellement à deux mondes, alors qu'on a le même âge, qu'on est d'un milieu socio-éducatif potentiellement le même, que tu vois, enfin, on parle tous les deux anglais couramment, donc on a déjà une base easy, mais malgré ça, tu vois, si tu dis une espèce de oui, mais que c'est pas un oui franc, le mec il pense que c'est oui, mais machin, un peu, tu vois, c'est alors plus encore avec l'Asie, moins avec les Américains. Les Américains, ils sont plus c'est plus facile, entre guillemets, de faire du business avec les Américains. Je pense que les relations humaines avec les Américains sont plus compliquées, mais les relations business avec les Américains sont plus simples. Les Asiatiques, tu sais, on dit les Chinois, c'est des gamblers. Donc, c'est des joueurs. Ils veulent pas forcément te la mettre à l'envers, mais ils veulent toujours un peu essayer. Donc, et c'est pas méchant, c'est ça qui est génial. C'est que, c'est juste, c'est quoi, viens, on l'attend quand même un peu. Donc, il faut que t'apprennes ces choses-là aussi. Et c'est, moi, je trouve que c'est super de faire du business avec plein de pays différents. Si t'as en face de toi des gens qui te donnent, tu en ressors 1000 fois plus enrichi. Florence, on arrive à la fin de notre échange.
J'aurais encore 1000 questions, mais on va être raisonnable. Tu me disais que tu as vécu 20 ans les doigts dans la prise, à faire des tours du monde à n'en plus finir, à monter des restaurants, etc. Tu as décidé aujourd'hui de prendre un peu de recul, de ralentir un peu. Tu t'es installée à Nice, au soleil. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et quel regard portes-tu sur cette vie à 1000 à l'heure que tu as portée? Alors, c'est pas forcément un choix que j'ai fait. C'est que c'est plutôt un choix qui s'est imposé à moi. Moi, j'ai clairement collapsé, hein, tu vois. J'ai pas eu Moi, j'étais une voiture de course très très bien huilée, et puis un jour j'ai pris un gros mur, quoi. Il y a un matin où je me suis plus levée. Donc, je suis pas sûre que j'eusse fait le choix volontairement si la vie ne me l'avait pas imposé. Ça, c'est pour répondre partiellement à ta question. Je suis hyper heureuse d'avoir vécu comme j'ai vécu, vraiment, parce que je trouve que c'est une chance folle, tu vois, d'avoir... C'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a pas très longtemps, je sais plus à quelle occasion, il y a un de mes gars qui avait envoyé un message à plein de gens en disant... Enfin, tu vois, toute notre équipe, alors que tout le monde est dispatché maintenant un peu partout, tu vois, en disant c'est fou quand même tout ce qu'on a vécu, quoi. Et c'est vrai, c'est fou ce qu'on a vécu. Enfin, moi, ma DAF, elle me disait tout le temps, elle me disait, putain, tu sais quoi, si on nous dit... Si on nous avait dit qu'avec notre mini hache, tu vois, on aurait abattu la forêt, on aurait regardé les arbres au début, on a fait non, tu sors même pas le couteau, quoi, tu vois. Donc ça, c'est, j'ai un regard vraiment de grand amour, tu vois, de tout ce que j'ai fait, beaucoup d'amour pour mon ancien associé avec lequel j'ai vécu 10 années formidables, évidemment pour mes gars sans lesquels, tu vois, rien n'aurait été possible. Mais en même temps, et c'est souvent un truc que je leur disais, ça s'est pas arrêté en fait. Tu vois, j'étais là, tu vois, tu l'as vu dans l'hôtel dans lequel on est aujourd'hui. Quand tu es arrivé, j'ai fait la bise à Beryl qui a travaillé avec moi. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais au Grand Hôtel du Cap avec un de mes anciens chefs en train de bosser sur un truc. Enfin, tu vois, je pense que, et c'est ça qui est super. Alors c'est marrant, c'est tellement enfantin quand je dis des trucs pareils, mais c'est quand tu donnes de l'amour et que les gens ils t'en rendent, tu tisses des vraies relations. Et ces relations, elles s'effacent pas. Elles s'effacent pas. Tu prends des nouvelles. Tu vois, alors il y a un autre truc que tu pourras mettre dans le comment s'attacher les gens à soi pour les nuls. C'est quand tu penses à quelqu'un pour un truc, il faut tout de suite lui dire. Moi, ça, je le fais tout le temps. Genre, mais je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est sur quoi? Ah oui, avec une fille qui bossait avec moi, où on avait rigolé sur l'intitulé de poste d'une nana. Et j'ai reçu un message d'une nana qui avait un intitulé de poste complètement ridicule. Et donc, je lui ai forwardé en lui disant, tu avais connu le poste machin, voilà pour toi le poste machin. Et donc, on avait rigolé. C'est important, je pense, de garder en spontanéité. Donc, pour répondre un peu plus brièvement, c'est raté à ta question. Effectivement, je garde un regard très attendri et enfin, je sais pas, non, c'est pas attendri, mais en tout cas, beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour pour tout ce que j'ai fait. S'il fallait recommencer, même si c'était difficile, je recommencerais tout. Pareil. Je boufferais autant de merde que j'ai bouffé, je recommencerais tout parce que tout était pondéré par une puissance de jus, d'amour, de joie, de rigolade, tu vois, on a vécu des choses très difficiles, hein. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles, mais tout était pondéré par autant de bonheur. Donc, je recommencerai tout pareil. En revanche, je pense que, tu vois, j'ai beaucoup consommé et j'ai peut-être trop consommé. Donc, je n'ai plus envie de consommer. Cette façon-là, en tout cas. De cette façon-là. J'ai plus envie de bosser 80 heures par semaine. Je n'ai plus envie de donner ma vie aux autres aussi, tu vois. Et je trouve ça sain, aujourd'hui, d'avoir un format où je suis plus légère, où j'arrive à donner des conseils, par exemple, ça me plaît beaucoup, mais sur des modèles non opérationnels. C'est beaucoup plus léger, même intellectuellement. Et le fait d'avoir développé Milwin, ça me permet en fait de rester en contact avec tout le monde sans plus me les porter en fait. Et quand j'ai appelé toutes les maisons qui ont bossé avec moi pendant 20 ans en leur disant voilà, je vais monter un e-concept store et vous allez tous vous mettre au milieu et on va montrer comment vous faites des choses formidables, tout le monde a fait oui cool, tu vois. Et ça c'est ça c'est encore une fois, c'est je pense que parce que t'as donné aux gens que les gens ils te rendent. Mais aujourd'hui le fait d'être digitalisé pour partie de mon métier, et enfin en tout cas pour partie de ma vie professionnelle, et faire du conseil pour autre partie de ma vie professionnelle, ça me va beaucoup mieux. J'ai plus de temps, je suis moins investie en fait, tu vois. Et je pense que j'ai été trop investie. On se rejoint
se rejoint là-dessus. Moi, j'ai pas tenu 20 ans, j'ai tenu 10 ans. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Et en quelques mots, Milwin, c'est quoi la suite pour toi? Qui peut aller voir Milwin? Je mettrai tous les liens du site en commentaire pour les amoureux de la gastronomie française. Ouais. Milwin, c'est une vieille réflexion. En 2017, j'avais commencé à me dire, parce que moi j'adore les coulisses des maisons. J'adorais toujours aller farfouiner, demander au type comment il faisait. Je m'étais tapé une nuit chez un meilleur ouvrier de France boulangerie pour comprendre comment est-ce qu'il faisait le pain. Enfin, moi, je suis hyper curieuse. Donc, j'ai toujours en train d'aller chercher le petit truc derrière et tout. Et donc, j'ai eu la chance de vivre plein d'expériences de coulisses. Des grandes maisons françaises, attention, chez Puy-Forcat, les ateliers, chez Mauviel, chez Jean-Louis Coquet, Jaune de Chrome, enfin, tu vois, toutes ces maisons-là. De les visiter, mais aussi les maisons de gastronomie, la découpe de la tête de veau chez Metzger, enfin tu vois, toutes ces choses-là. Et ma réflexion a été de me dire comment, donc ça c'était en 2017, c'était le digital arrive, donc on est en 2017, qu'est-ce qui va se passer entre ces métiers de la main qui sont très protégés et la révolution du digital? Comment est-ce que le digital, et ça c'était ma problématique intellectuelle, c'est comment est-ce qu'on peut mettre au service des métiers de la main le digital pour devenir un outil de valorisation. À partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur toute cette problématique-là au sens large du terme et à réfléchir à une plateforme qui serait une réunion de ces métiers et un outil de média qui permettrait de les valoriser, à la fois avec de l'e-commerce, mais aussi avec du contenu et des expériences. Donc aujourd'hui, Milwin, c'est ça, c'est la conjugaison, donc on se prénomme e-concept store. L'idée, c'est à la fois de pouvoir réunir des marques de gastronomie, d'art de la table, d'ustensiles de cuisson, de photographie culinaire et aussi ce que j'ai appelé les curiosités. Donc de réunir des produits qu'on peut acheter en ligne avec des sélections qui sont faites qui sont déjà faites pour vous, que moi je fais. Typiquement, c'est le bon saumon avec la bonne trancheuse, avec la bonne planche, avec les bonnes épices, tu vois. Et donc on facilite la vie des gens avec ça. Mais aussi, c'est la possibilité d'acheter des expériences où on va rencontrer tous ces passionnés. Moi, c'est ça que j'adore. C'est, tu vois, on a fait la première expérience en ligne avec Alexis Munoz, qui est producteur d'huile d'olive. Donc, encore une fois, moi, tous ces mecs-là, je les connais parce que j'ai bossé avec eux. Donc, je connais leurs produits, je connais leur savoir-faire. Donc, quand je les valorise, j'y mets mon tampon, quoi. Donc, ça, c'est important. Et quand on fait une expérience en ligne, ça permet de rencontrer pendant 45 minutes via Zoom un producteur, donc en l'occurrence Alexis Munoz, qui va parler de l'huile d'olive. Préalablement, on a reçu chez soi 3 petites bouteilles d'huile d'olive avec les objets de dégustation. Et Alexis, pendant 45 minutes, il raconte son métier. Il t'explique que, en plus, il a l'accent, c'est des mecs authentiques. Alors, il te dit, j'espère que je blesse personne si je dis qu'une olive verte, c'est pas une olive noire qui a pas mûri encore, Donc, tu vois, c'est sympathique, en fait. Tu rencontres des mecs passionnés, t'apprends plein de choses, et à la fin, tu fais la dégustation avec le fournisseur. Et les expériences, on a un programme qui se déroule avec un maître fromager, avec des épices, avec des grogs, une maison sauge, la maison sauge là qui fait des fleurs séchées. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et donc aujourd'hui, moi, ça me plaît parce que je fais la curation. Parce que je valorise tous ces métiers-là, parce qu'on ouvre leurs portes pour les particuliers en faisant les expériences. Et donc, Milwin, c'est ça. Super. Voilà. Je te souhaite beaucoup de réussite, Florence, dans ce projet. Un grand merci pour ton temps. Merci, Sophie. Si précieux. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, qu'avez-vous retenu de tous les précieux conseils de Florence ? De mon côté, quand j'étais RH, je demandais toujours aux collaborateurs qui voulaient devenir managers s'ils étaient prêts à passer du temps au service des autres, à les écouter, à gérer leurs bobos du quotidien, leurs doutes, etc. Et je leur disais que s'ils n'étaient pas prêts à cela, ce job n'était pas fait pour eux. Cette conviction, je me la suis forgée seule, en voyant mes pairs faire, bien sûr, mais personne ne me l'a exprimée telle quelle, au moment où j'ai pris mon poste. Et en diffusant cet épisode, je suis assez contente que ce message soit dit haut et fort, car peut-être que ça donnera des repères à celles et ceux qui se posent la question de prendre en charge ou non une équipe, ou de garder ou non la charge d'une équipe. Ensuite, je retiens aussi que la vraie générosité managériale, c'est de donner de son temps. Et en fait, c'est vraiment normal qu'un manager donne de son temps, car pour bien faire son travail, à mon avis, d'encadrement, en fait, il faut passer du temps avec les gens, il faut passer du temps à les écouter, à les comprendre, à les connaître, à les aider. C'est ça le job de manager. Je trouve ça aussi intéressant de faire l'exercice, de compter le temps
qu'on passe tous à gérer nos équipes, à les comprendre, à les connaître, à les écouter, à les aider. Et peut-être que si on se dit qu'on n'y passe pas assez de temps, rééquilibrer un petit peu. Enfin, j'ai beaucoup aimé la phrase de Florence qui dit qu'elle pense profondément qu'être généreux demande plus de courage que d'être égoïste. Elle parle aussi de la notion d'éducation des collaborateurs, de prise en charge d'une partie de la vie des gens. Et elle formule que notre mission en tant que manager, leader, chef d'entreprise, c'est d'aider les gens dont on a la charge à grandir. C'est aussi une conviction que j'ai et que j'ai pu expérimenter. Florence, elle le dit en tant que chef d'entreprise, mais je suis absolument convaincue que c'est aussi une mission qu'on a en tant que manager, même jeune encadrant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Faites-moi vos retours sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, suite à la newsletter que j'envoie tous les vendredis. Vous pouvez retrouver tous les liens en commentaire de l'épisode. Je vous invite aussi à aller sur le site millwin.com qu'a créé Florence, ça vaut vraiment le détour. Si vous êtes intéressé, passionné, si vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un qui est intéressé ou passionné par la gastronomie et les arts de la table. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!